Et donc, on va commencer ce webinaire sur Climate Detectives et comment utiliser les images satellitaires pour réaliser ce projet. Pour commencer, on va parler un peu du projet Climate Detectives, qu'est-ce que c'est, en quoi il consiste. Puis, on va faire un petit point sur les données satellitaires, comment utiliser des images satellitaires, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on voit. Après ça, on va faire un exercice un peu plus pratique sur Copernicus Browser. Donc là, vous allez vraiment voir comment utiliser les images satellitaires. Donc ce sera avec Jérémy qui est avec nous et qui est enseignant en géographie. Et puis on terminera par un petit temps d'échange si vous avez des questions autour du projet et des données satellitaires. Alors, Climate Detectives, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui vise à faire découvrir aux élèves le fonctionnement du système climatique et les enjeux climatiques. Donc, on a deux versions du projet. Il y a une version simplifiée pour les élèves jusqu'à 12 ans. Donc là, ce sont juste des ressources qui sont disponibles sur notre site qui traitent d'un sujet climatique. Donc, ils vont réaliser l'activité en classe et on apprendra un peu plus sur le sujet. Et puis, il y a une version pour les élèves plutôt de secondaire, mais ça peut être aussi pour du fin de primaire. C'est un projet assez flexible où ils vont vraiment mener une recherche scientifique. Donc, ils vont se poser une question autour d'une problématique climatique. Ils vont analyser des données, donc ça peut être des données satellitaires comme on va le faire aujourd'hui, ça peut être des données de terrain, ils peuvent faire des expériences, etc. aussi. Ils vont rencontrer un expert de leur sujet et puis avec tout ça, ils vont établir des résultats, tirer des conclusions et puis ils vont présenter leur projet et trouver des solutions peut-être à la problématique qu'ils ont étudiée. Ce projet fait partie d'un plus grand projet qui est EZERO. Donc EZERO, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne dans lequel vous avez des activités et des projets à l'année sur l'environnement et l'espace. Pour mettre en place ces activités, on vous accompagne donc par des formations comme ici, mais on a aussi un helpdesk où vous pouvez nous contacter. Je vous donnerai toutes les informations de nos contacts à la fin. Et après le webinaire, vous aurez aussi un mail où vous recevrez nos informations, vous recevrez les slides, etc. Vous aurez aussi l'enregistrement de la formation, donc pas d'inquiétude, vous aurez toutes les informations. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de se lancer dans Climate Detectives? Eh bien déjà, ça permet d'aborder les enjeux climatiques avec vos élèves et de voir le fonctionnement du système climatique, donc de comprendre quel est l'impact de nos actions à nous sur le climat. Ça vous permet aussi de leur faire découvrir la démarche scientifique. Donc le projet s'inscrit vraiment dans la démarche scientifique où on se pose une question, on analyse des données, on émet des résultats et puis on présente nos résultats. Avec ce projet, vous faites aussi travailler la démarche STEM, donc pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, puisque les élèves vont vraiment être au cœur de leur apprentissage et ils vont apprendre par l'expérimentation, ils vont développer leur esprit critique, etc. Et puis finalement, le projet, il peut vraiment euh, rencontrer les attendus des référentiels, que ce soit de géographie, de maths, de sciences et de FMTTN. Donc vous allez voir que vraiment le projet est très vaste et vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez pour qu'il rencontre vraiment le programme. Euh, alors, quel est le déroulement du projet? Donc, en septembre, le projet a été lancé. Donc, depuis lors, vous pouvez commencer le projet et vous inscrire. Le 14 novembre, il y a la deadline de soumission des sujets. Donc, d'ici là, vous pouvez former des équipes dans votre classe, chercher les questions sur lesquelles vos élèves veulent enquêter, établir déjà quelles données vous allez utiliser. Et puis, il faut nous remettre un petit formulaire qui se trouve sur notre site avec toutes ces informations pour le 14 novembre. Nous, ça nous permet de notre côté de vous trouver un expert qui est en lien avec votre sujet, que vos élèves vont pouvoir rencontrer. Et ça vous permet à vous de réaliser le projet. En décembre, il y a une conférence en ligne avec un expert de l'Agence spatiale européenne. Donc là, c'est une conférence sur un expert climatique. Le seul problème, c'est que c'est en anglais. Donc à voir si vous êtes à l'aise en anglais. Si vous voulez le regarder en classe avec vos élèves, ça peut être intéressant aussi. Le 6 avril, il y a la deadline de remise des projets. Donc, il faut que d'ici là, vous ayez terminé le projet avec les élèves et il y aura un petit rapport final à remettre, mais qui n'est pas très long. Ça doit être remis pour le 6 avril sur la plateforme que je vais vous montrer juste après. Le 22 mai, on a un événement de clôture avec toutes les équipes francophones.
Donc là, ce sera vraiment un moment d'échange entre équipes où les équipes vont pouvoir se présenter les projets les uns aux autres. Ils vont aussi pouvoir rencontrer des experts du climat. Et puis, du 27 au 29 mai, il y a le sommet Climate Detective. Donc là, c'est en Italie, à Frascati, où il y a une équipe par pays qui vont se rejoindre pour se présenter leurs projets, échanger, débattre autour du climat, rencontrer des experts à nouveau. Donc ça, c'est une équipe tirée au sort par pays et c'est quand même une belle opportunité. Alors, comme je l'avais dit, il y a une plateforme Climate Detectives, donc elle est ici, vous pouvez scanner le QR code si vous voulez, mais de toute façon, je vous la renverrai par mail. Sur cette plateforme, vous devez vous créer un compte et après, vous pouvez avoir accès à votre tableau de bord où vous pouvez créer des équipes, vous pouvez soumettre les projets, etc. Vous avez aussi l'occasion d'avoir toutes les informations sur Climate Detectives. Vous pouvez voir les projets des années précédentes pour vous donner de l'inspiration. Donc, c'est une plateforme à explorer que je vous renverrai. Donc là, on va un peu parler des données satellitaires. Donc, on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, comme je l'avais dit, le projet E0, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne et l'ESA, justement, a pas mal de satellites dans l'espace dont le but, c'est de faire de l'exploration spatiale. Et donc, pour continuer, je vais vous poser une petite question. Vous pouvez scanner le QR code ici et ça va vous emmener vers un quiz. Et donc, vous pouvez répondre à la question ici. Quel est le lien, selon vous, entre les observations satellitaires et le climat? Les données satellitaires, ça nous permet d'avoir pas mal d'informations sur les variables climatiques. Et ce qui est assez pratique, c'est que ça nous donne des informations à travers différentes périodes de temps et sur une large étendue sur la surface de la Terre. Donc ça permet vraiment de voir l'évolution de variables climatiques pour comprendre comment fonctionne le système climatique. On peut aussi voir l'évolution du changement climatique, quel est l'impact sur différentes régions, etc. Avec les observations satellitaires, on peut aussi avoir des informations sur les catastrophes naturelles, sur les feux de forêt aussi, sur les inondations. Donc ça nous permet de voir leur étendue, donc de voir où agir, de voir aussi les zones à évacuer si besoin pour prévenir la population. On peut aussi, avec les données satellitaires, prévoir les intempéries, donc pour pouvoir donner des informations sur la météo aux gens. Donc voilà, ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur des larges périodes de temps pour pouvoir faire des comparaisons aussi entre différentes variables à différents moments. Et c'est beaucoup plus pratique que par exemple devoir recueillir des échantillons sur le terrain qui nous donnent seulement des données ponctuelles. Donc on ne peut pas tout voir avec les satellites, mais ça nous donne beaucoup d'informations. Alors, avec les satellites, on peut mesurer différentes variables dans le système climatique. Donc, il y a des variables dans l'atmosphère, comme la température en différents points de l'atmosphère. On peut aussi mesurer la vitesse des vents. On peut voir la composition en gaz de l'atmosphère. Donc, la composition de l'atmosphère, par exemple. On peut voir la couche d'ozone, si le trou est toujours présent, comment est-ce qu'il évolue, etc. Sur les terres, on peut voir aussi beaucoup d'informations, par exemple sur la végétation, est-ce qu'elle est saine ou pas. On peut aussi voir s'il y a des sécheresses, des zones aussi plus inondées. Et dans l'océan, on peut aussi voir beaucoup de choses, que ce soit la température, on peut retracer les courants, on peut voir aussi l'évolution de la glace de mer. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de sujets à explorer avec les données satellitaires et ça peut peut-être vous donner des idées de sujets pour des projets Climate Detectives. Alors, donc, comment est-ce qu'on va avoir ces données? Donc, forcément, c'est avec des satellites. Donc, l'ESA a beaucoup de satellites en orbite autour de la Terre. Chaque satellite va avoir une fonctionnalité différente, donc va regarder une variable différente, un endroit différent aussi, avec des résolutions différentes. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une large possibilité de satellites. Et aujourd'hui, on va un peu plus parler de la famille de satellites Sentinelle. Donc il y a 6 types de satellites dans Sentinelle qui ont tous aussi une fonctionnalité différente. Je vais un peu parler de Sentinelle-2 qui se concentre plutôt sur des données pour la Terre et la végétation.
Donc Sentinelle-2, c'est une constellation de deux satellites, Sentinelle-2A et Sentinelle-2B, qui sont en orbite en passant par les pôles de la Terre et qui sont distants de 180 degrés. Donc ça leur permet de couvrir vraiment toute la Terre en 5 jours. Euh, donc ils nous permettent d'avoir beaucoup d'informations. Alors, comme je l'ai dit, il y a différents types d'orbites pour les satellites. Donc, on a les satellites à orbite polaire comme Sentinelle-2, qui se situent à environ 800 km d'altitude et ils nous permettent vraiment d'avoir une vision sur tout le globe. Et puis, on a des satellites géostationnaires, eux, qui sont plutôt à 36 000 km d'altitude et qui vont être dans le plan de l'équateur. Et donc, leur période orbitale va être égale à la période de rotation de la Terre autour d'elle-même, ce qui fait qu'ils vont rester toujours au-dessus du même point de l'équateur. Donc, ça veut dire qu'ils vont vraiment avoir des informations constantes sur un même point, mais qu'on n'aura pas d'informations sur les autres points de la Terre. Donc, si on veut avoir une couverture de toute la surface de la Terre, il faut avoir une série, une constellation de satellites sur cette orbite. Donc ici, on peut voir un peu l'orbite de Sentinelle-2. Donc vous voyez les deux satellites qui se relayent pour tourner autour de la Terre. Donc on voit bien ceux qui couvrent et en bas, vous voyez le temps qui passe, donc les jours et les heures. Et on voit que au fil des jours, ils couvrent la totalité de la surface terrestre. Donc là, on arrive à 5 jours et ils ont tout couvert. Ce qu'on va en fait recevoir et ce qu'on va voir avec les satellites, c'est un rayonnement réfléchi par la surface terrestre. Donc il y a deux types de rayonnements que les satellites vont pouvoir recevoir. Un satellite passif, en fait, ce qu'il va capter, c'est la réflexion du rayonnement solaire sur la surface terrestre. Donc le Soleil va nous envoyer son rayonnement. Il y a une partie qui va être absorbée par la surface et une partie qui va être réfléchie par la surface, et c'est ce que le satellite passif va voir. Donc Sentinelle-2, par exemple, c'est un satellite passif, et donc lui, il va voir ce rayonnement réfléchi. Et puis on a un deuxième type de satellites qui sont les satellites actifs. Donc, eux, ils vont émettre un signal à une certaine fréquence et ce signal va être en partie réfléchi par la Terre et c'est cette partie réfléchie de leur propre signal qu'ils vont capter. Donc, ça a des avantages. Par exemple, ça nous permet d'avoir moins d'effets liés aux nuages puisqu'on peut choisir la fréquence à laquelle le signal est émis. Eh bien, ça permet de passer sans avoir d'effet par rapport aux nuages. Il y a aussi d'autres avantages, comme par exemple le fait qu'on peut choisir la fréquence du signal émis. Donc ça permet aussi de voir, d'observer différentes choses. Et puis on a aussi des fonctionnalités comme un radar, puisqu'on peut avoir une information par rapport au temps que le signal a pris pour parcourir la distance. Donc ça, ce sont les différents types de détection. Alors, comme on l'a dit, ce qu'on détecte, c'est un rayonnement. Et donc, quand on parle de rayonnement, il faut parler de spectre électromagnétique. Donc, le spectre électromagnétique, c'est l'ensemble des ondes électromagnétiques à différentes longueurs d'onde et fréquences possibles. Donc, une onde électromagnétique, c'est une onde qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière et elles vont des ondes radio aux rayons gamma. Alors, j'ai à nouveau une petite question pour vous, si ça fonctionne. Sachant que la longueur d'onde du rayonnement infrarouge est plus petite que celle du rayonnement UV, est-ce que celui-ci est plus grande, pardon, est-ce que celui-ci est plus ou moins énergétique que le rayonnement UV? Oups. Voilà. Donc ici, vous voyez le spectre. Donc vous voyez, ici c'est le rayonnement infrarouge et ici vous avez le rayonnement ultraviolet. Donc dans le sens par ici, on a la longueur d'onde et il faut savoir que la fréquence et l'énergie sont inversement proportionnelles à la longueur d'onde. Donc au plus un rayonnement a une grande longueur d'onde, au plus son énergie et sa fréquence seront petites. Donc l'ultraviolet, comme il a une longueur d'onde qui est plus petite que celle de l'infrarouge, il aura une plus grande énergie. Euh, alors, dans ce spectre ici, on voit aussi le rayonnement visible ici, qui va de 400 à 700 nanomètres. Et donc, le rayonnement visible, bah, sur Terre, il nous provient du Soleil, puisque le Soleil, 41% de son rayonnement qu'il va émettre vers nous, c'est du rayonnement visible. Euh,
Et donc ce rayonnement va être émis, on va le recevoir sur Terre. Comme je l'avais dit tantôt, une partie va être absorbée et une autre partie va être réémise. Et cette partie réémise, ça va être de l'infrarouge. Donc ce que la Terre va émettre, ça va être beaucoup d'infrarouge. Et donc c'est ça qui va nous intéresser aussi beaucoup en télédétection, puisque on va observer au-dessus de l'atmosphère et donc on va avoir cet infrarouge. Alors il faut savoir que le rayonnement, puisqu'il va passer l'atmosphère, il va interagir avec les gaz qui composent l'atmosphère et ça va perturber justement ce qu'on va pouvoir voir. Donc on a deux types d'interactions. On a la diffusion et l'absorption. Donc pour la diffusion, on a différentes diffusions possibles en fonction de la longueur d'onde du rayonnement et de la taille des molécules qui vont être rencontrées. Donc nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la diffusion de Rayleigh et la diffusion sélective qui se passe plutôt dans l'atmosphère. Il y a aussi la diffusion de Mie, mais elle a plutôt lieu dans le désert ou des endroits où il y a beaucoup de sable. Alors la diffusion de Rayleigh, elle va avoir lieu quand la longueur d'onde est plus grande que la taille des molécules. Donc ça va être le cas beaucoup dans l'atmosphère quand le rayonnement va rencontrer les molécules de gaz. Et alors la diffusion de Rayleigh, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va beaucoup diffuser les petites longueurs d'onde. Donc quand, par exemple, on va avoir ce rayonnement solaire qui va rentrer en contact avec l'atmosphère, eh bien, la partie de son rayonnement qui est à petite longueur d'onde va être beaucoup diffusée. Et ce qui est à petite longueur d'onde, c'est notamment le bleu. Et c'est la raison pour laquelle le ciel nous apparaît bleu. On a aussi la diffusion sélective. Donc, elle va avoir lieu justement à l'inverse quand la longueur d'onde sera plus petite que la taille des molécules. Donc, ça va être le cas, par exemple, pour les molécules d'eau, donc quand le rayonnement va rencontrer des molécules d'eau. Et là, toutes les longueurs d'onde vont être diffusées plus ou moins de la même manière. Donc, ce qu'on va voir apparaître, c'est plutôt du blanc. Donc, quand l'atmosphère contient beaucoup de vapeur d'eau, on voit le ciel qui est plutôt blanc. Alors, sur base de ça, donc de ces informations par rapport à la diffusion, est-ce que vous avez une idée de quel type de rayonnements vont être moins diffusés par l'atmosphère? Dans le visible, on va avoir le bleu, forcément, va être fort diffusé, comme je l'ai dit, par la diffusion de Rayleigh, mais le rouge sera moins diffusé. Mais alors, on va aussi avoir l'infrarouge qui, lui, sera beaucoup moins diffusé puisqu'il a une longueur d'onde qui est plus grande et ce sont les petites longueurs d'onde qui sont fort diffusées par la diffusion de Rayleigh. Donc, c'est pour cette raison, comme le rayonnement infrarouge est moins impacté par la diffusion, qu'il est intéressant aussi pour la télédétection. Mais il y a d'autres types donc, d'effets atmosphériques, comme je l'avais dit, il y a l'absorption. Alors, il faut savoir que les différents gaz qui composent l'atmosphère vont absorber différentes longueurs d'onde. Donc, il y a des longueurs d'onde pour lesquelles rien ne va pouvoir passer l'atmosphère et des longueurs d'onde pour lesquelles on va pouvoir justement avoir ce rayonnement qui va traverser l'atmosphère. Euh, alors, on a par exemple l'ozone, donc O3 ici, qui va beaucoup absorber l'ultraviolet ici. Donc, c'est ce qui nous protège justement du rayonnement ultraviolet envoyé par le soleil, qui est nocif pour nous. Et donc, c'est pour ça aussi que lorsque on a vu qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone, les autorités ont réagi assez vite parce que ça pose un problème pour nous, puisque normalement, ça nous protège des UV. Heureusement, ce trou est en train de se résorber, donc c'est assez positif. On a aussi des gaz qui absorbent plutôt dans l'infrarouge, donc par ici. Donc on a le CO2 par exemple et la vapeur d'eau. Donc ce sont en fait des gaz à effet de serre. Donc ce que les gaz à effet de serre vont faire, c'est que ils vont absorber le rayonnement infrarouge qui est réémis par la Terre et vont le confiner. Et c'est ça qui va réchauffer la Terre. Donc on a besoin de ces gaz à effet de serre puisque sans eux, on aurait très froid sur Terre. Mais quand on a trop d'effet de serre, forcément, la Terre se réchauffe et c'est ça qui est problématique aussi. Euh, alors quand on combine l'effet de tous ces gaz, on va avoir ici l'effet total de l'atmosphère sur ces rayonnements et on voit qu'il y a des endroits où le rayonnement peut passer. Donc c'est ce qu'on appelle des fenêtres atmosphériques. C'est notamment le cas, donc une des plus grandes fenêtres atmosphériques, c'est le visible. On voit ici, donc ça c'est la fenêtre atmosphérique pour le visible.
Et comme je l'avais dit tantôt, il y a 41% du rayonnement du soleil qui est dans le visible. On a en plus une fenêtre atmosphérique pour le visible. Donc ça veut dire que ce rayonnement est abondant sur Terre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous, on peut le voir. Parce qu'au fur et à mesure de l'évolution, on est devenu photosensible pour s'adapter justement à ce rayonnement qui est abondant. Donc, comme j'ai dit, on a des fenêtres atmosphériques et c'est par là qu'on va essayer de regarder en télédétection. Donc, on va regarder aux endroits où justement on peut voir ce rayonnement. Et ça va donner lieu à des bandes spectrales. Donc, les bandes spectrales, ce sont les endroits vraiment où on va regarder pour voir ce qu'on veut. Et il va y avoir différentes bandes spectrales en fonction de ce qu'on veut regarder. Donc, si on veut regarder la végétation, si on veut regarder l'eau, si on veut regarder le sol, etc. Donc, on va aller vers différentes bandes spectrales. Et la raison pour laquelle on a différentes bandes spectrales en fonction des différents éléments, c'est leur signature spectrale. Donc, il faut savoir que chaque élément qui compose la Terre va avoir une différente signature spectrale. Donc, sa signature spectrale, c'est quoi? C'est la réflectance. Donc, la réflectance, ça va être la partie du rayonnement, donc la proportion, qui va être réfléchie dans une certaine longueur d'onde. Donc, par exemple, si on regarde la végétation ici, ici on a le visible, ici on a l'infrarouge proche, et ici on a l'infrarouge thermique, l'infrarouge à plus longue longueur d'onde. Donc, on voit que la végétation, elle a un pic dans le vert et elle a un très gros pic dans l'infrarouge proche. Donc, ça, c'est sa signature spectrale. Donc, elle a une grande partie du rayonnement qui va être réfléchi dans l'infrarouge. Et pourquoi? Ben, c'est grâce à la photosynthèse. Donc en fait, quand la végétation va faire la photosynthèse avec sa chlorophylle, elle va absorber le rayonnement rouge et le rayonnement bleu. Donc ici, on voit que on n'a pas de pic dans ces zones-là, mais par contre, elle va vraiment réfléchir le vert et l'infrarouge. Donc c'est pour ça qu'on voit ici un pic dans le vert et que la végétation nous apparaît verte, et on a un très gros pic dans l'infrarouge. Donc c'est dans ces zones-là qu'on va pouvoir observer la végétation. Et donc, les bandes de végétation sont ici dans l'infrarouge proche. Et donc, forcément, on a aussi d'autres signatures spectrales en fonction des différents éléments et de la manière dont ils sont composés. Donc, quand on va vouloir observer quelque chose, on va viser une fenêtre atmosphérique et on va aussi viser l'endroit à laquelle il a sa signature spectrale. Voilà, donc là, ça vous donne un peu quelques bases sur les données satellitaires. Et ici, je vais vous montrer quelques sites de données satellitaires que vous pourrez utiliser. Donc, il y a Copernicus Browser qu'on va voir juste après, donc on va pratiquer un peu dessus. Sur notre site, on a aussi un guide Copernicus Browser où on vous propose une étude de cas pour prendre en main l'outil. Et donc, vous pouvez directement réaliser cette étude de cas avec vos élèves. Il y a Eduxco qui permet d'avoir des données sur la température, l'évolution de la température. Il y a Terrascope qui permet d'avoir beaucoup de données sur les terres et il y a beaucoup de données en Belgique. Et il y a aussi MyOcean Pro où vous avez plutôt des données du côté marin, océan, etc. Donc là, ça vous donne un peu une étendue de possibilités en fonction du sujet que vous voudrez voir avec vos élèves. Mais je pensais Euh, très rapidement montrer ouais, deux, trois images, tout ça au début de ok, l'implantation après, donc on va se plonger là-dedans, donc trop bien. ben voilà, parfait. Mhm. Ben justement, donc, je vais laisser Jérémy partager Mhm. pour vous parler un peu de son expérience avec Climate Detectives et on va voir un peu plus Copernicus Browser. Ouais, ah bah trop bien. Merci beaucoup, Voilà. Élise, et bonjour tout le monde, du coup. Je prends la main et je vais vous montrer deux, trois choses, en effet. Partage d'écran, c'est ici, c'est là, voilà. Est-ce que vous voyez bien Oui, mon écran? oui, on voit. Oui, Merveilleux. Avant tout, je pensais oui, très rapidement me présenter. Donc, moi, je suis professeur de géographie depuis pas si longtemps. Moi, enfin, c'est ma quatrième année, donc je suis encore un bébé prof. Mais avant ça, j'ai fait un petit peu de recherche à l'université de Namur en géographie. J'ai fait un peu de cartographie, travaillé avec des images satellites, un peu des statistiques, etc. Je vous dis ça simplement pour dire que c'est un sujet, les images satellites, etc., avec lesquels j'avais déjà un peu travaillé auparavant.
sur un thème notamment qui s'appelle la géographie de la santé, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Mais voilà. Et aujourd'hui, je suis enseignant depuis maintenant 4 ans au collège Saint-Pierre-d'Uccle. Et je vais un peu vous présenter deux choses. C'est mon expérience avec le projet Détective du climat et aussi deux, trois outils que j'utilise en cours avec les images satellites comme ça. Et je vais commencer par ça rapidement. En fait, j'avais envie de vous montrer avant de commencer mon PowerPoint. Vous voyez toujours mon écran là. euh, En classe, j'aime bien utiliser toute une série de sites où on voit des images avec des informations qui viennent d'imagerie satellite quand le projecteur fonctionne, parce que j'imagine que c'est pas que dans mon école où c'est un petit peu un pari à chaque fois qu'un cours commence de savoir si le projecteur va fonctionner correctement ou pas. Mais enfin, peut-être que ça va mieux chez vous que chez moi, je vous le souhaite. Mais en tout cas, j'utilise quelques sites, dans certains dont on va discuter tout à l'heure, comme celui-ci j'aime bien le montrer juste en plein cours, pas forcément avec un projet ou comment dire, pas forcément dans un local informatique ou quelque chose du genre, mais juste montrer aux élèves, ah ben voilà, on parle de tel phénomène, ben voyons ce qu'on peut en voir, notamment ce site dont Élise a déjà parlé, où on voit l'activité chlorophyllienne par exemple dans les mers, plus ou moins en direct. On voit ici les zones plus foncées où il y a plus de chlorophylle, plus d'activité chlorophyllienne, plus de plantes, etc. dans l'eau. Donc c'est intéressant, on peut observer pas mal de choses. Il y a un autre site assez connu qui s'appelle le Ventus Sky, vous l'avez peut-être déjà vu, qui celui-là, il montre en direct les températures, les vents, les précipitations. Et du coup, on peut aller dans le passé, même, je peux aller choisir la date. Je vous montre rapidement, juste pour vous montrer un petit peu le genre d'outil que j'aime bien utiliser. On peut aller dans le passé, donc j'aime bien aller retourner à une date où il y a eu peut-être un cyclone, où il y a eu une inondation, pour voir un peu en direct les mouvements de précipitation, les mouvements de masse d'air, etc. avec eux. Ça, c'est assez chouette. Il y a un site ici dont on va vous parler un peu aussi, qui parle de déforestation. Un site mondial, un site qui s'appelle Global Forest Watch. Et lui, on voit, vous voyez, en direct, toujours c'est des choses qui sont tirées par les images satellites, comme Elise a expliqué. On voit ici en rose les zones où il y a eu une perte de forêt, et en bleu là où il y a eu un gain de forêt. Et du coup, on peut voir un peu dans le monde, on peut choisir la date à laquelle on observe ça. Donc là, je suis entre 2000 et 2020, mais je pourrais juste regarder entre 2010 et 2020. Enfin bref, on peut chipoter, on peut faire des petites analyses automatiques. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que les images satellites dans un cours comme un cours peut-être de géographie ou de biologie ou dans des projets, il y a plein de sites qui permettent de les utiliser de manière un peu simplifiée pour observer des choses, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant, assez chouette. Alors, pour ce qui est de ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est donc que j'ai en effet l'an dernier participé au projet Détective du climat, qui est organisé du coup par la Science Tech et par l'Agence spatiale européenne, etc. Et j'ai peut-être envie de rapidement vous faire un petit retour sur deux, trois projets que j'avais pu faire avec les élèves. Comme ça, vous avez un peu des idées de ce qu'on peut faire d'une part avec les images satellites, mais aussi avec ce projet détective du climat, si jamais ça vous intéresse, hein. Donc Elise l'a un peu présenté, la deadline c'est le 15 novembre pour rentrer un projet, mais aussi l'an prochain et tous les ans. Et moi je l'ai fait l'an dernier et c'était vraiment un projet qui était très intéressant, donc je vais vous en parler rapidement. Donc moi j'ai eu quelques groupes qui ont travaillé avec moi l'an dernier. J'ai terminé 4 projets de détective du climat l'an dernier avec des élèves de 4e à 5e à 6e secondaire. Et je vais vous les présenter, mais en résumé, hein. Je ne vais pas aller dans les détails parce que je pense que c'est pas forcément intéressant de aller maintenant dans le détail de chacun de mes projets. Mais par exemple, on a eu un premier projet sur la maladie de Lyme et sur son lien avec l'environnement. Avec 2 élèves de 4e année, voilà, on a une experte une géographe de la santé et épidémiologue, Catherine Linard, qui nous a un petit peu aidé. Et voilà, juste pour dire qu'on a trouvé des données sur Internet de morsures de tiques. On a trouvé des données du coup, des données satellites d'occupation du sol. Donc des données, comme vous voyez ici sur mon PowerPoint, on peut voir où est-ce qu'il y a plus de forêts, où est-ce qu'il y a plus de champs, où est-ce qu'il y a plus de villes, etc., etc. Et l'objectif de l'étude, c'était de voir s'il y avait déjà un lien entre quelles communes enfin, où est-ce qu'il y avait plus de morsures de tiques, est-ce que c'est là où il y avait plus de forêts, plus de champs, etc. Donc c'est ça que mes élèves ont regardé. Et aussi de voir si les années il, où est-ce que c'est? Les années où il pleut plus, est-ce qu'il y a plus ou moins de morsures de tiques? Les années où il fait plus chaud, est-ce qu'il y a plus ou moins de morsures de tiques? Donc voilà, il y avait une dimension environnementale, mais aussi sanitaire. Et on s'est basé vraiment sur les données satellites pour regarder autant l'occupation du sol, donc forêt, agriculture, etc., mais aussi la précipitation, la météo, etc. Donc ça, c'était assez intéressant, mais c'était un travail un peu plus technique.
Un autre exemple, celui-là, on a moins utilisé d'images satellitaires, mais aussi qu'on a fait avec détectives du climat, c'est qu'on a fait une petite étude de la pollution de l'air dans l'école. Ça, c'était chouette. Donc, l'équipe d'Élise, ici présente, nous a prêté un petit appareil qui permet de mesurer la pollution de l'air dans plusieurs de ses formes. Et mes élèves se sont simplement promenés dans l'école et ont pris des mesures à plusieurs dates, plusieurs endroits et plusieurs moments. Voilà, ici, on peut voir le résultat à la bibliothèque, le taux de particules fines dans les classes, dans le parc qui est pas loin, le parc à côté du collège Saint-Pierre de Uccle, au bord du tram. Et voilà, pour un peu observer c'est quoi les tendances de pollution de l'air dans le quartier et dans l'école. Et ils ont fait pareil pour le NO2. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est un projet qui est assez simple à mettre en place et qui pourrait être mis en place avec même des élèves plus jeunes, même de primaire ou de degré inférieur sans problème. Il suffit de se balader avec le petit appareil, de regarder un peu les mesures et de réfléchir à ce que ça veut dire, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on pourrait comparer ça éventuellement aux données satellitaires qui peuvent aussi capter ces pollutions de l'air, ce qui permet de faire un peu une double analyse. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, parce que là, j'avance, mais n'hésitez pas à allumer votre micro et à m'interrompre s'il y a la moindre question. On a fait un troisième petit travail sur les îlots de chaleur à Bruxelles. Donc ça, c'était chouette. Et c'est ceux des données satellitaires qui nous ont permis d'avoir des informations sur les températures maximales observées en été. Et l'idée, c'était de voir, est-ce que dans les communes où il y a le plus de béton, ben, est-ce qu'il fait plus chaud en été? Alors ça semble évident, hein, on sait tous que le béton, ça chauffe plus que les forêts et la végétation. On sait aussi que les forêts et la végétation, ah oui, ça peut avoir un effet rafraîchissant avec l'ombre, avec l'évapotranspiration qui est endothermique, qui peut rafraîchir une région, etc. Donc on sait que la forêt, ça rafraîchit, enfin ça fait un peu un effet tampon en cas de canicule. Mais ils ont observé ça en direct, du coup, on peut voir qu'ils ont fait une petite carte sur base d'images satellites toujours trouvées sur Internet de manière gratuite, accessible et facile d'accès. Une carte des températures maximales moyennes observées par commune de Bruxelles. On voit déjà des grosses différences, hein. Dans les communes du sud, comme Uccle, on voit que les températures maximales observées, moyennes sur toute la commune, étaient entre 30 et 32 degrés, alors que dans le centre-ville, on observait 37 ou des 38 degrés, donc il y a des grosses différences. Et à côté, on a une carte de proportion de surface bâtie, donc le pourcentage de béton présent, et on voit que c'est quand même assez clair qu'il y a un lien entre les deux. Donc ça, c'était un chouette projet. Ils ont fait un petit graphique de corrélation ici pour voir qu'il y avait une corrélation très claire entre le pourcentage de bâti et les canicules, en gros. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et alors, un quatrième exercice qu'on a fait, c'était plus lié à l'exposition. Alors, là, de nouveau, pas d'image satellitaire pour celui-là, mais ça, c'était un exercice très sympa à faire. On a fait avec des experts sur l'exposition aux ondes électromagnétiques basse fréquence. Donc, les ondes électromagnétiques qui sont envoyées par les câbles électriques, si je ne me trompe pas. Et on a des experts qui nous ont prêté des appareils et mes élèves ont porté cet appareil pendant 2 jours pour voir comment est-ce qu'ils sont exposés à certains types d'ondes au quotidien. Et du coup, ils ont fait ces graphes très sympas qu'ils ont pu donner à des chercheurs où on voit par jour la quantité d'ondes à laquelle ils sont exposés, à laquelle ils ont annoté l'activité qu'ils s'étaient occupés de faire à Arthur ici. Là, c'est quand il dort. Là, c'est quand il a pris le tram. On voit des gros pics d'exposition à ces ondes. Là, c'est quand il est à l'école. Là, c'est quand il prend le bus. Là, c'est quand il est à la maison. Donc voilà. Ça, c'est pour Détective du climat, donc 4 projets différents, très, très différents en fonction des affinités des élèves, en fonction de ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils savent faire. Et donc, c'était très chouette et ça venait souvent d'eux, les thèmes de projet. Et après, moi, je les aidais un peu redéfinir leurs envies. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions par rapport à ça, par rapport aux différents projets que j'ai faits avec Détective du climat. Ah, il y a Samira Oui, qui c'est lève la main. oui, Ouais. c'est moi. Oui. Alors, alors parfois, je vois que, par exemple, c'est pas vraiment ciblé pour les profs de sciences physiques, parfois. Alors, Vous avez fait ça avec vos élèves de géographie. moi, j'ai fait ça avec mes élèves. En fait, moi, j'ai fait ça, mais alors moi, j'ai fait ça hors cours. Donc moi, je suis prof de géographie, mais j'ai fait ça un peu sur base volontaire, en dehors des cours. En plus des cours, c'était un projet extrascolaire où du coup, j'ai pas fait ça dans le cadre de mon cours de géographie, mais comme je vais en parler après, il y a certains de ces éléments que je réutilise en cours de géographie. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être directement en lien. Par exemple, si je prends mon exercice sur les îlots de chaleur à Bruxelles, c'est Non, un ça, truc c'est que je... vraiment, ça marche pour JO. Ça, c'est pas un problème. Moi, je Exact. parle de dernier. Ah oui, le dernier, ça pourrait être en lien avec un cours de sciences, à mon avis. On parle des Oui. ondes, on parle de l'exposition aux ondes, j'imagine. Je ne sais pas si c'est en lien directement avec le programme, parce que je ne connais pas par cœur le programme de physique, par exemple. Mais voilà, il y a Bah, moyen de... ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire des liens avec les différents types de projets. Mais Détective du climat, si vous arrivez à le mettre au sein de vos cours, c'est génial. Moi, je l'ai fait en plus des cours.
en faisant miroiter aux élèves la possibilité de partir en Italie en voyage si on gagnait, enfin si on était tiré au sort. Et donc j'ai pu travailler en dehors des projets. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des liens avec le cours aussi. Si ça répond à votre question. Voilà, merci. Et j'ajoute que le projet, il est vraiment malléable. Donc, vous pouvez Hmm. décider d'un autre sujet qui sera encore plus en lien avec le cours de physique, tout en ayant un petit lien avec le climat. Donc, ça, c'est vraiment vous qui décidez et ça vous permet de le faire vraiment rentrer dans vos cours si besoin. Ouais, tout à fait. Ce que je compte faire d'ailleurs aussi l'an prochain, et c'est développer un petit peu. Et du coup, juste pour terminer ma présentation, alors on a eu cette chance avec mes élèves d'être sélectionnés pour aller du coup en Italie, à l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, on a représenté fièrement la Belgique l'an dernier en Italie. On a été là-bas en train et en bus, c'était assez long, mais ça valait la peine. Et du coup, mes élèves ont pu avoir beaucoup de workshops et de présentations sur des questions de sciences d'environnement, de climat, d'ingénierie, de satellites, etc., etc., comme vous pouvez voir les images ici. C'est une très chouette rencontre avec des élèves de partout en Europe qui se sont rencontrés pendant 2 jours. Donc voilà, ça c'était un très beau souvenir. Donc c'est quand même une motivation, s'il y en a qui veulent faire détective du climat, c'est que alors, il y a un événement en Belgique cette année où les élèves de toute la Belgique qui ont participé pourront se rencontrer, présenter leurs projets, etc. Et je crois que ça vaut la peine. Et il y aura un groupe de chanceux qui pourra partir en Italie. Alors, je vous le souhaite parce que c'était vraiment un très beau voyage, autant pour les élèves que pour moi. Voilà, donc là je parlais détective du climat, on va pas trop rentrer dans les détails parce que je sais pas si tout le monde est là pour ça, mais si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas à revoir soit Elise, soit moi-même, si vous avez des questions pratiques, parce que c'était vraiment un beau projet. Et j'allais juste dire que c'est aussi toutes les images satellites, des choses que j'utilise au sein de mes cours. Par exemple, en quatrième en géographie, hein, on parle pas mal d'agriculture et de déforestation, et moi je les emmène un peu en local informatique pour observer des images satellites où ils doivent essayer de par eux-mêmes identifier les causes de déforestation dans certaines régions. Par exemple, ici en Indonésie, ils observent des plantations de palmiers pour huile de palme à perte de vue. On va au Brésil, on va à gauche, à droite, etc. Donc ils peuvent observer des choses. Oui, je pensais à l'exemple de l'activité chlorophyllène marine qui peut être observée au sein d'un cours de biologie. Les îlots de chaleur, c'est typiquement dans la matière de la géographie de sixième année, dans tout ce qui est aménagement du territoire, etc. Bref, je crois qu'il y a moyen de faire des chouettes liens avec le cours. Et voilà, je pense que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais vous laisser mon adresse email, vous la voyez déjà ici maintenant. Donc là, ce qu'on va vous proposer de faire, du coup, c'est comme d'essayer de travailler avec des images satellites là, maintenant, tout de suite, avec votre ordinateur sans avoir de matériel ou d'accès très complexe à des données satellites. Alors ça, c'est le site dont on vous a envoyé un lien normalement qui s'appelle Copernicus Browser. Alors c'est un site du coup où on voit qu'on a une petite vision sur le monde entier, on peut se promener, et ici on peut aller voir en Europe, et on va pouvoir observer pas mal de données satellites différentes qui sont issues des différents satellites dont Elise a un peu expliqué le fonctionnement, etc. Alors on voit il y avait déjà un dessin que j'avais fait, on va le retirer, ok. Et du coup, c'est un site qui permet de regarder plein de choses différentes et c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Mais juste comme ça, vous avez un peu une idée de comment ça fonctionne parce que le site, je trouve qu'au premier point de vue, il peut être un petit peu perturbant, mais quand on apprend à l'utiliser, il est très simple. En gros, l'idée générale, c'est que c'est un site où on va pouvoir regarder plein de types d'images satellites différentes en direct. Et la première chose qu'on va faire en général, c'est qu'on va sélectionner une date. Une date pour les images. En fait, si on ne sélectionne pas une date, bon, en fait, déjà, il va un peu bloquer pour certaines fonctionnalités. Donc, par exemple, je vais lui dire, oh, je sais pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est octobre, c'est 13 octobre, voilà. Hop, là, je suis sur le 13 octobre et je sélectionne une date. Là, il m'a déjà mis une information satellitaire. Je sais pas c'est quoi. On dirait qu'il y avait beaucoup de nuages le 13 octobre, parce que je pense que c'est juste une photo true color, donc j'imagine que c'est juste une photo aérienne. Donc on dirait qu'on avait beaucoup de nuages ce jour-là. C'est peut-être pas la meilleure date pour commencer, mais c'est pas grave. Et en fait, ou bien on peut appuyer ici sur Show Latest Day, donc montrer la dernière date. Je peux faire ça. Et alors, une fois qu'on a appuyé là-dessus, on voit qu'on a accès déjà ici à quelques informations, quelques indicateurs qui sont issus des images satellites. Par exemple, on a un indice d'humidité, ou alors un indicateur on va un peu utiliser plusieurs fois, c'est le NDVI, qui est, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est un indicateur de végétation et d'activité chlorophyllienne
Élise a un peu expliqué comment on détectait la végétation à base d'images satellites. Ben, c'est vraiment cet indicateur qui est régulièrement utilisé. Du coup, là, vous voyez que j'ai une image de toute la Belgique, et si je suis en Wallonie, voilà, Chaumont-Gistou, et on voit en vert foncé la végétation qui est la plus active en termes d'activité chlorophyllienne, donc c'était typiquement les forêts, et c'est un peu un indicateur de quantité de végétation, mais aussi de santé de végétation, etc., etc. Donc c'est juste pour donner un petit exemple. Mais on va voir que si je vais ici, on peut aller dans plein d'autres thèmes différents. On a des thèmes liés par exemple à atmosphère et pollution de l'air. Et ici, j'ai toute une série de types de polluants différents ou de différents aérosols ou de choses qui sont dans l'atmosphère comme l'ozone. Et on peut cliquer dessus. Et là, pareil, en principe, si je choisis une date, on peut voir la quantité d'ozone dans l'atmosphère partout. Ça a l'air assez homogène. Je ne sais pas si c'est il y a beaucoup de variations pour l'ozone en fait. Et vous voyez, chaque fois, il y a même une explication de qu'est-ce que c'est, enfin, à quoi est-ce qu'on regarde, comment est-ce que c'est mesuré. Là, ils expliquent, il y a un petit texte explicatif pour l'ozone. Donc, il y a ça pour vraiment chacun des éléments qu'on regarde. Donc, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Je vais peut-être vous montrer un autre que l'ozone. Je sais jamais comment revenir en arrière. Par contre, ça, j'ai oublié. Ah, si, il est là, voilà. Par exemple, le NO2, dioxyde d'azote. Alors là, si j'appuie dessus, donc si je me trompe pas, le dioxyde d'azote, c'est un polluant qui est fortement lié à la combustion d'essence, d'énergie fossile, donc au trafic, etc. N'hésitez pas à me corriger ou à préciser si je me trompe. Et en principe, voilà, on voit que là, on va avoir une carte qui apparaît avec la légende qui se trouve là et la quantité de polluants de dioxyde d'azote pour toute l'Europe. Ben là, on voit bien l'Italie, on voit le sud de l'Italie, on voit ici étonnamment, toutes les Alpes qui ont l'air d'être fortement concernées. J'imagine que c'est un peu par un effet bassin qui fait peut-être que ces polluants n'arrivent pas à s'échapper, je sais pas, ou alors c'est autre chose. On voit ici quelques villes, hein, ici on est en Égypte, on voit Le Caire, on voit Amman en Jordanie, etc., etc. Donc vous voyez, on peut voir beaucoup de choses avec différents polluants. Donc vous voyez qu'il y a plein d'informations différentes, on peut dans plein de thèmes différents, végétation et forêt, on peut aller dans le thème en agriculture, etc., etc. Et ici, on a même la liste des sentinelles, des sentinelles, donc des satellites. Si on veut sélectionner un satellite en particulier, si vous connaissez un peu les différents satellites et ce qu'ils savent mesurer. Moi, j'en connais un ou deux, mais je connais pas forcément très bien ça. Mais vous voyez qu'il y a plein de choses différentes. Donc voilà, ça c'est un peu le site d'un point de vue général, mais je vais vous montrer qu'on peut faire quelques fonctionnalités un peu plus avancées avec ça. Euh, alors, on vous a passé un petit document. Est-ce que vous avez bien réussi à l'ouvrir? Donc là, vous avez un petit exercice, on va dire, avec plusieurs manipulations. Que ce que je vous propose, c'est que on voit vite fait ensemble, point par point, ce que je vous invite à essayer de faire. Et puis vous essayez de le faire en 2 minutes, 2, 3 minutes, et puis après on regarde un peu si ça a été et je vous montre éventuellement. Mais vous voyez, au début j'explique un petit peu, on explique un petit peu l'objectif du workshop. Et la première objectif, c'est d'observer des données de pollution atmosphérique. Donc, ça va être de faire ce que je viens de faire sous vos yeux ébahis, j'espère, qui était de me regarder à la couche de dioxyde d'azote dans les ciels d'Europe. Donc, toute l'explication est là. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à ouvrir le site et à voir si vous arrivez à reproduire ce que j'ai fait sur base des explications pour observer la pollution de l'air en dioxyde d'azote en Europe. La première chose que je conseille en général, c'est de choisir la date. Vous pouvez juste choisir la dernière date la plus récente. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a une date qui est sélectionnée. Ensuite, on peut aller chercher une des manières de le faire, c'est d'aller chercher, soit vous allez chercher le thème atmosphère et pollution de l'air, soit vous allez directement dans les capteurs, les sentinelles, et vous choisissez la sentinelle 5, qui est celle qui va observer tout ça. Et puis, vous sélectionnez NO2, Nitrogen Dioxide. Je vois qu'il y a Vincent qui lève la main. Donc, si vous Mhm. avez une question, n'hésitez pas. Je peux essayer, ça j'avais pas encore essayé, mais ce serait génial si ça marche, c'est de faire une mosaïque sur plusieurs dates, par exemple, je sais pas, je vais prendre sur tout le mois d'octobre, on va voir si ça marche. Début octobre, fin octobre,
Mosaicing Order Most Recent, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Alors, il y a des outils, enfin, il y a des données avec lesquelles il y a ce problème. Il y en a d'autres où c'est pas le cas. Et en effet, Il que y a l'Apple. Moad dit qu'il nous suggère de remonter vers le 5-6 octobre. Apparemment, il y a des données Très bien. et il y a une disparité. Ok. Ouais. Bah, merci Mouad. Et en effet, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre aussi à mes élèves quand on faisait le projet des détectives du climat, c'est à quel point. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à quel point les données n'ont pas toujours l'allure qu'on voudrait et qu'on doit des fois faire avec ce qu'on a et apprendre à rebondir un peu. Enfin, ça, c'est très typique en science, hein. On a les données qu'on a et on a la qualité qu'on a et du coup, il faut rebondir avec. Mais c'est vrai que la première que je vous montre, vous voyez qu'elle a pas mal ce problème quand même. C'est assez morcelé en fonction des dates. Donc, c'est peut-être. Je sais pas s'il y a Moi, j'ai des outils. choisi le 18 octobre, c'est la même chose. Ben, il y a des parties où on voit pas d'infos, mais Ouais, voilà. ah, c'est bon à savoir. Alors, je sais pas si dans les informations, ils en parlent un petit peu, mais pas forcément. Ici. Ah, voilà, c'est une première donnée, comme ça, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà plusieurs à avoir interagi, donc c'est que ça marche, ça s'ouvre, c'est déjà une bonne nouvelle. Et vous pouvez essayer, du coup, avec les différents types de polluants qui sont à gauche, éventuellement, enfin, c'est pas tous des polluants, je dis des polluants, mais je ne pense pas que le nuage peut être considéré comme un polluant. Mais on voit aussi les sources, par exemple, de dioxyde de soufre. Je vais essayer celui-là, je l'avais déjà regardé, je pense, à une époque. Je choisis une date. On va retourner, on va aller en septembre, un peu au hasard, mi-septembre. Est-ce que ça fait le même effet? Oui, c'est tout aussi morcelé en Europe. Bon, voilà, c'est typique des indicateurs de pollution, mais je sais que c'est pas forcément le cas des autres choses qu'on va regarder après. Bon, ça c'est déjà donc une première chose que je voulais vous montrer, c'est juste comment on regarde des informations. Là, on est purement dans l'observation, on n'est pas encore dans la manipulation. Maintenant, on va voir qu'avec cet outil, on peut aussi un peu manipuler et extraire des informations automatiquement, et c'est comme ça qui est intéressant. Même si observer, c'est déjà une première étape avec laquelle on peut faire avec des élèves ou avec des jeunes. Euh, mais on peut aussi extraire un petit peu des choses automatiquement. Et alors ça va être le deuxième point. Et ça, je vais essayer de vous laisser le faire par vous-même. Ah, mais je me demande si pour celui-là, il ne faut pas avoir un compte qui est créé. Tu as besoin d'un compte? Ouais, mais Ah, s'il faut sélectionner une zone ou quoi avant ça, on sait le faire sans compte. hmm, très Je bien. sais pas si. Je pense que tout le monde n'a pas eu l'occasion de se créer un compte du coup. Alors déjà, une chose, c'est que vous voyez que parmi toutes les... Si je reviens ici, là où j'étais, parmi tous les listes de données disponibles, il y avait notamment le DEM. Alors DEM, ça veut dire Digital Elevation Model. En français, on appelle ça un modèle numérique de terrain. Et en fait, c'est une carte du relief, tout simplement. Et ça, c'est des fois intéressant pour voir sur des projets avec des élèves. Et là, j'ai choisi la couleur. J'ai pris celle-là parce que je la trouve jolie, mais il y en a d'autres, hein. Si vous préférez le sépia, c'est joli le sépia. Ou bien si vous êtes plus dans les tons naturels, voilà, vous voyez celle-ci, vous faites ce que vous voulez. Celle-ci, on voit bien, je trouve que c'est très bien. On voit bien les Alpes. Et alors, en effet, un truc qu'on peut faire avec le relief, mais on va voir pas avec que le relief, mais avec le relief, on peut le faire notamment, c'est qu'on peut faire des coupes topographiques, des profils topographiques de manière automatisée. Donc ça, c'est très pratique, c'est qu'en fait, je peux aller n'importe où. Moi, j'aime bien emmener les élèves à un endroit un peu marquant. On peut aller à l'Himalaya directement, comme ça, on va avoir vraiment un dénivelé qui va être impressionnant. Et en fait, on peut tracer une ligne quelque part. Par exemple, moi, je vais prendre en utilisant l'outil ici. Vous voyez ici, il y a plusieurs outils. Il y a Draw a Line, tracer une ligne, Mark Point of Interest, donc mettre un point d'intérêt, créer une zone d'intérêt, donc là, ça sera plus un polygone. Donc tout cela vont être utiles et vont nous permettre d'avoir des informations intéressantes. Et si je trace une ligne, par exemple, je pars, moi, voilà, ici, quelque part en Inde. Ah oui, non, j'appuie sur ici, puis j'appuie sur le petit crayon, voilà. Je clique quelque part, par exemple ici en Inde, je vais traverser l'Himalaya et je vais aller me placer quelque part dans le plateau tibétain. Je double-clique pour terminer ma ligne, et voilà, j'ai tracé une ligne. Eh ben, en fait, il y a des outils qui permettent de observer la variation, dans ce cas-ci, d'élévation de manière automatisée. Elevation Profile, je clique dessus, et c'est merveilleux. En fait, on va voir comment l'élévation évolue le long de la ligne que j'ai tracée. Donc le point 0, on voit, hein, le point qui bouge à droite, vous voyez quand je bouge la souris. On voit là où je suis. Et on voit très bien les plaines indiennes qui sont là, où on est à ici une élévation de 150 mètres, avec une pente qui est très légère. Et puis brutalement, là, on va voir le début de la chaîne de l'Himalaya, et puis on va voir le plateau tibétain derrière, qui est à 5-6 000 mètres d'altitude, donc c'est très élevé, ça c'est impressionnant. Donc ça nous permet en fait comme ça d'avoir déjà
des profils topographiques à différents endroits. Ce qui peut être intéressant quand on aborde une zone dans un cours de géographie ou dans un projet détective du climat pour un peu avoir une idée de sa topographie, même si on le voit déjà un peu vu du ciel en fait avec ma carte. Ah oui, voilà, qu'elle réapparaît parce que j'avais un peu trop dézoomé. Donc on le voit assez bien, hein, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce profil topographique et fait automatiquement. Moi, c'est un exercice que je fais avec mes élèves en quatrième secondaire, c'est qu'ils ont un petit moment où ils doivent réaliser un profil topographique d'un endroit d'une île et puis juste me décrire à où est-ce qu'ils voient des plaines, des plateaux, des chaînes de montagnes. Alors c'est très facile entre guillemets, mais c'est surtout pour leur apprendre à utiliser l'outil et apprendre à utiliser des outils informatiques dans le cadre d'un cours de géographie. Donc je vais vous laisser peut-être une minute pour essayer pour voir si vous savez le faire par vous-même. À nouveau, il faut peut-être créer un compte si c'est le cas. Bon, soit vous le faites rapidement, soit c'est pas grave et vous regardez juste mon écran. Et alors le troisième qui est à mon avis pour moi le plus intéressant que j'avais envie de vous montrer, qui nécessite aussi un compte, et c'est ça que j'ai utilisé un petit peu moi dans mes projets détectives du climat, c'est les outils d'analyse temporelle, donc d'analyse sur le temps d'un indicateur au choix. C'est-à-dire qu'on peut choisir un indicateur, quelque chose qui est mesuré par les satellites, peu importe quoi, ça peut être des choses liées à la pollution, la température de l'eau, température de surface, la végétation, ou que sais-je, et de voir comment, dans une zone que vous allez choisir, comment est-ce que ça a évolué le long des années. Et ça, je vais vous montrer comment faire, c'est assez pratique. Alors la première chose qu'on va de nouveau faire, attendez, je vais relancer le site à zéro, comme ça je suis sûr de ne pas m'embrouiller. Voilà, on repart d'une page vierge. Je vais rechoisir une date quand même, juste pour être sûr, même si je ne vais pas maintenant travailler sur une seule date. Et là, il va me proposer ici notamment le NDVI, donc c'est un indicateur de végétation et de activité chlorophyllienne et de santé de la végétation. Ça, c'est un indicateur qui est à nouveau fréquemment utilisé quand on s'intéresse à la détection de la végétation dans une zone. Là, on voit que ça apparaît, hein, vous voyez sur mon écran. Et on sait que plus c'est vert, foncé, on peut regarder la légende ici. À nouveau, il y a tout un texte qui est expliqué sur ce que c'est le NDVI. Il y a l'échelle qui est ici. Et en gros, plus on est proche de 1, plus on a une activité chlorophyllienne qui est forte. Et plus on est proche de 0, évidemment, moins c'est le cas. On peut voir que si on prend une zone, alors ça prend un peu de temps à charger, où est-ce que je suis là? Je suis quelque part en Allemagne, et là on est un bout de la Belgique. Bon, on peut voir que ma carte, elle apparaît donc. Et donc, on va pouvoir faire des analyses. Alors, j'aimerais bien avoir un endroit où... Je vais aller à Bruxelles. Supposons qu'on veut travailler sur Bruxelles. Je vais faire Show latest date, donc dernière date sur Bruxelles. Voilà, il me met immédiatement la dernière date. Et on voit qu'on est le 30 du 10, donc le 30 octobre à Bruxelles. Et là, on voit très bien Bruxelles, le centre-ville qui est très bétonné. On aperçoit les parcs. Ici, le parc Royal qui est mis en évidence, parc du Cinquantenaire, enfin, etc. Et en dessous, notre très belle forêt de Soignes qui est évidemment visible de manière très claire. Et juste pour vous montrer un exemple, si on pourrait par exemple se poser la question de comment se porte la forêt de Soignes, sa santé, sa végétation et à quel point peut-être ça varie dans le temps ou pas. Alors pour ce faire, on peut créer une zone d'intérêt, c'est-à-dire un polygone en cliquant sur le bouton ici. Hop, je clique ici et je vais pouvoir dessiner un polygone dans une zone. Supposons, moi je vais dessiner un petit polygone ici en essayant de sélectionner, je le fais un peu en accéléré, cette section de la forêt de Soignes, voilà, hop là, je fais ça rapidement et je la dessine. J'ai dessiné une zone et ça va être ma zone dans laquelle je vais pouvoir extraire des statistiques intéressantes. Alors, une première chose plus technique pour les intéressés d'entre vous, c'est qu'on peut observer la signature spectrale dont Elise a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire si je ne me trompe pas, la capacité c'est quoi? C'est la réflectance pour les différents types de rayonnement électromagnétique dans la zone que j'ai tracée. Et alors, c'est rigolo parce que je peux éventuellement rajouter à côté de ça, par exemple, la signature spectrale typique de l'herbe ici, vous voyez, grass, comme ça je peux comparer. Je peux comparer avec l'eau, je peux comparer avec le sol, je peux comparer avec le béton, et voilà, c'est juste c'est plus technique, mais c'est intéressant. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est ici l'outil juste à côté qui permet de faire statistical info, donc les informations statistiques. Et si je clique ici, dans la zone que j'ai tracée, il va me faire un petit graphique avec comment l'indicateur que j'ai sélectionné, donc dans ce cas-ci le NDVI, évolue avec le temps. Alors là, je suis sur un mois, et on voit que pendant le dernier mois, le mois d'octobre, il y a eu des variations de NDVI. Je ne sais pas à quoi c'est dû la différence de NDVI sur un seul mois, qu'est-ce qui fait que ça varie autant.
C'est peut-être aussi juste des histoires du satellite enfin, je sais pas, ça peut aussi être lié à la qualité de l'image. Mais on va reculer un peu, on va même aller sur un an. Ça prend un peu de temps pour charger. Donc ça aussi, si vous le faites à l'école, il faut une connexion qui arrive un peu à suivre, ce qui n'est pas toujours le cas de mon école. Je sais pas comment c'est chez vous, mais des fois, quand tous mes élèves ils font une recherche très simple en même temps, il y a tous leurs ordinateurs qui freeze pendant 3 minutes. Mais il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas. Voilà. Et on voit ici, vous voyez, un indicateur qui apparaît. Et on voit la variation de mon NDVI sur un an. Et vous voyez, je pourrais monter jusqu'à 5 ans. Alors, il faut prendre juste 2 minutes pour attendre que ça apparaisse, mais on pourrait voir sur 5 ans comment ça évolue. Et ce qu'on peut déjà observer ici, c'est qu'il y a des variations qui apparaissent, qui sont des variations saisonnières. Par exemple, ici, si je vois en août et en août, juillet, juin, on voit qu'on a quand même des valeurs qui sont assez hautes. On a des moyennes dans ma zone de 0,86, 0,88, donc on se rapproche du 1. Alors quand je regarde ici près de Noël, près de l'hiver, on voit des valeurs beaucoup plus faibles, 0,43, 0,61, 0,17 même. Enfin, voilà. Alors après, il y a des grandes variations entre les pics, je sais pas trop à quoi c'est dû, c'est peut-être des erreurs, ou je sais, à mon avis, quand c'est zéro, c'est pas possible que ce soit zéro dans la zone, donc c'est probablement une erreur d'image. Mais ça nous permet quand même d'avoir une tendance, et on peut faire ça avec n'importe quel indicateur. Et regardez, chose intéressante aussi, c'est qu'on peut exporter, ce que je viens de vous montrer, export CSV ici, on peut l'exporter pour euh, éventuellement le mettre dans Excel ou dans un logiciel tableur pour prendre ces données et puis faire notre graphique nous-mêmes avec ça, si jamais vous voulez faire une petite analyse sur base de ces données, etc. Et ça, vous pouvez le faire avec tous les indicateurs, pas que le NDVI, mais aussi des indicateurs de température, des indicateurs de pollution, etc. Alors, il faut un peu chipoter, parce que comme vous avez vu, il y a des données qui fonctionnent mieux que d'autres, il peut y avoir des petits soucis dans des zones, mais quand même, globalement, ça fonctionne assez bien. Ah, et regardez, j'avais oublié cette fonction merveilleuse. Ah, ça c'est chouette. C'est en fait, on peut indiquer un seuil de nébulosité, c'est-à-dire de quantité de nuages présents, sous laquelle on ne veut pas regarder les données. Par exemple, là, je dis que s'il y a plus de 50% de nuages, je ne veux pas regarder à ces données. Et du coup, ça nous permet d'avoir une information qui est un peu épurée parce qu'il retire toutes les images où il y a 50% de nébulosité, par exemple. Donc, vous voyez que si on en retire trop, évidemment, on n'a plus beaucoup d'informations. Bon, c'est la Belgique quand même, donc on ne peut pas ne jamais avoir de nuages. Mais vous voyez qu'on peut quand même faire pas mal de choses différentes pour un peu traiter nos données et les affiner, etc. Ça fait partie des outils qu'on peut utiliser et il y en a d'autres. On peut faire vous voyez ici, il y a moyen d'avoir un histogramme de valeurs, donc de voir les différentes valeurs qui sont présentes dans la zone que j'ai entourée. Vous voyez, donc on peut voir que les valeurs les plus présentes, elles sont ici. On a 0,75 et puis enfin, on peut faire ça avec. Il y a plein d'outils différents. Alors là, je vois un outil visualiser le terrain en 3D. Alors j'ai un petit peu peur de ce que ça va faire à mon ordi si je clique dessus, mais allez, soyons fous. Moi, j'aime bien prendre des risques. On m'a toujours dit de ne pas faire des tests en live sans avoir essayé auparavant. Mais voilà, des fois, je tente. C'était peut-être pas une bonne idée. Bon, je sais pas si ça marche. Peut-être qu'il faudrait aller dans un endroit moins plat que la Belgique pour voir si ça marche. Mais bref, on va peut-être pas se tenter avec ce site-là. Je sais pas si ça marche très bien. Euh, et juste pour montrer en 1 minute, ce type d'outil que je vous ai montré, faire une analyse dans une zone, faire un graphique dans une zone, mais en fait, sur tous les autres sites que je vous ai montrés, il y a souvent moyen de le faire. Par exemple, ce site-là, pour moi, c'est celui qui est le mieux fait à ce niveau-là. Alors, il concerne seulement les données marines. Mais regardez-moi ça, ici par exemple, je m'intéresse à l'activité chlorophyllienne, je pourrais aussi m'intéresser à la quantité de glace présente, par exemple dans les océans, je sais plus où est-ce que c'était, ouais, bref, je vais peut-être pas chercher maintenant, je peux le faire avec l'activité chlorophyllienne. Et si je trace un rectangle, n'importe où, hop là, ici, carré, un petit rectangle, double-clic quand j'ai fini, je crois, ou c'est escape, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il me fait? Automatiquement, il va me mesurer les tendances de l'indicateur que j'ai choisi, ici l'activité chlorophyllienne, et il va me faire un super graphique avec la variation sur une date donnée. C'est merveilleux. Et aussi un petit histogramme en dessous. Et cette date donnée, je peux la modifier. Ici, je peux ajuster les axes et dire en fait que je veux pas commencer en 2024, mais en 2023. Je vous le montre en accéléré, hein. Je sais que c'est un peu rapide pour tous tester par vous-même, mais c'est comme ça, vous avez un peu une idée des possibles. Et comme ça, si vous voulez faire des tests par vous-même, vous pouvez vous amuser. Mais vous voyez qu'on peut vraiment faire plein de choses. Et alors, sur le dernier site que je vous ai montré aussi tout à l'heure avec la déforestation, même chose. Et ça, c'est aussi un exercice que je fais avec mes élèves en classe quand le local informatique le permet, c'est-à-dire 1 année sur 3. Mais je l'ai déjà réussi à le faire, je les ai même évalués là-dessus, donc c'était sympa de pouvoir les évaluer là-dessus. C'est pareil ici, cette carte qui montre la déforestation, c'est aussi des images satellites, eh ben, on peut faire des analyses. Et même chose,
je dessine une forme quelque part, ici, en Indonésie. Je dessine une forme, commencer le dessin. Vous voyez, je fais un petit carré, je le fais en accéléré. Je termine par un double clic, j'imagine. Hop là, il me fait une analyse. Et dans la zone que je viens de tracer, il me dit, il est occupé de charger un peu les informations. La quantité de pertes de couverture forestière par année. Euh, En principe, il me fait pareil que le gain forestier, mais je vais peut-être activer les choses. Ouais, je vais peut-être activer les données, je dois aller les ouvrir ici pour qu'il le fait, mais il peut aussi me dire plein d'informations sur ce qui se passe dans la zone en termes de climat, de température, de CO2 émis, de CO2 absorbé, bref, il y a vraiment moyen de bien s'amuser. Donc si vous avez des questions ou envie de partager sur toutes les données disponibles sur Internet pour faire des projets pédagogiques avec vos élèves, n'hésitez vraiment pas à nous contacter ou à me contacter parce que c'est toujours un plaisir et c'est toujours basé sur ces images satellites dont Elise vous a parlé qui permettent vraiment d'observer les réalités du monde en direct. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, je vais laisser la parole ici.